Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Chemin d'Akita pour une nouvelle histoire sur les chevaux d'Akita. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler encore de mon cheval guerrier, qui était mon deuxième cheval. Il y a déjà eu une histoire sur lui qui concernait quelque chose de magnifique que j'ai vécu dans l'accompagnement d'une petite fille autiste et aveugle dans une des dernières vidéos. Et aujourd'hui, je vais poursuivre mon récit sur ce cheval parce que j'ai eu une dame qui m'a contactée pour me parler de ses chevaux et du fait qu'elle a dû euthanasier ses deux chevaux à quelques mois d'intervalle et à quel point ça avait été difficile de prendre cette décision pour elle. Et voilà, donc on a eu un partage assez bouleversant, assez sincère avec cette personne avec laquelle je me sentais vraiment en empathie par rapport à ce qu'elle vivait. Et ça a fait s'élever en moi, évidemment, le souvenir de la mort de Guerrier, que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, parce que c'était pas n'importe quelle mort, ça a été un passage initiatique pour moi. Et je me disais peut-être que si je vous le partage, ça pourrait vous aider à voir la mort peut-être différemment, à voir cette décision aussi différemment. Mais avant de vous parler de ce passage du décès de Guerrier, j'aimerais quand même encore vous dire que Guerrier, en fait, il m'a aussi appris énormément de choses sur ce que ça veut dire que d'être un bon guide. Parce qu'évidemment, on peut parler du dominé, du dominant, on peut utiliser des techniques qui nous permettent de soumettre le cheval avec un visage de liberté, mais c'est quand même de la soumission. Donc si on soumet le cheval, ça veut dire qu'il y a un dominant et un dominé, et qu'on utilise un certain nombre de codifications pour que le cheval se soumette, d'accord ? Évidemment, c'est sous couvert d'une bonne intention, parce que c'est pour notre sécurité aussi, c'est pour qu'on sorte d'un certain rapport de force, mais pour moi, on est toujours dans un rapport de dominant-dominé. Et c'est quelque chose dont j'ai toujours voulu m'affranchir dans mon rapport avec les chevaux, parce que je sentais qu'il y avait encore une autre voie qui n'avait rien à voir avec la dominance, ni d'être dominé, ni de dominer. Et en fait, Guerrier, mon cheval, il m'a montré cette troisième voie, qui était la voie du guide, qui inspire le respect, qui inspire la confiance et qui va inspirer l'inclination. Et pour moi, l'inclination, c'est quelque chose de très différent de la soumission. Parce que la soumission, c'est quelque chose qui va se manifester quand on va chercher à soumettre le cheval par un certain nombre de techniques, de méthodes. D'accord ? Et le cheval, depuis l'extérieur, il va se soumettre parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et en fait, l'inclination, pour moi, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que dans la voie que j'ai choisi d'emprunter pour entrer dans mon rapport avec les chevaux, j'ai choisi d'emprunter la voie de la présence, qui fait que le cheval, à tout moment, il reste libre d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ma proposition, sans que ça me pose un problème. Alors je tiens à préciser, bien sûr, pour éviter tout commentaire à ce sujet, c'est que cette recherche, je l'ai accomplie évidemment dans une carrière, dans une petite cathédrale que j'avais créée. Partout où j'étais, je me créais des petites cathédrales qui faisaient entre 15 mètres de large et 25 mètres de long. Et c'est à l'intérieur de cette cathédrale, c'était mon laboratoire de recherche, et c'est à l'intérieur de cette petite cathédrale que j'expérimentais les choses. Hein. On est d'accord que quand je dis que le cheval restait libre de décider d'être avec moi ou pas être avec moi, je ne faisais pas ce type d'expérience quand j'étais en promenade au bord d'une route, par exemple. Mais c'était pour... j'ai cherché cette voie, j'ai expérimenté cette voie dans un cadre de sécurité pour établir cette nouvelle façon d'entrer en relation avec le cheval.
Et contre toute attente, j'ai été stupéfaite de voir l'effet, et qu'en fait, l'effet, c'était que le cheval, il gagnait la confiance en moi, il gagnait l'envie d'écouter ce que je demande, et finalement, le cheval s'incline face à ce que je demande. Et quand je dis s'incline, je le dis dans le sens où il avait la liberté de ne pas me suivre ou de ne pas répondre à ma demande, mais à un moment donné, je sentais qu'il choisissait lui-même de s'incliner face à ma demande et de me suivre. Et ça venait de lui. Ça venait pas d'une technique, d'une méthode de code qui fait qu'à un moment donné, le cheval il est coincé puis il peut pas faire autre chose que de se soumettre. C'est très différent. Pour moi, dans la notion de l'inclination, il y a quelque chose de noble et il y a quelque chose de respectueux. Et en fait, toute cette voie que j'ai choisie, construite, empruntée par essai-erreur, hein, bien sûr, par beaucoup d'essais, par beaucoup d'expériences, eh bien finalement c'est Guerrier qui m'a montré cette voie. Parce que Guerrier, dans mon troupeau, à l'époque où j'avais Guerrier, j'ai eu jusqu'à 12 équidés. J'avais des ânes aussi, et des poneys et quelques chevaux. Et j'avais un troupeau de 12. Ils étaient tous ensemble. Et j'ai jamais eu de problème dans ce troupeau. Et je me disais, pendant longtemps, je me suis dit, bon, j'ai de la chance parce qu'il y a des bonnes affinités entre les chevaux. Et en fait, à la mort de Guerrier, j'ai vu que non, ça n'avait rien à voir avec les affinités. Ça avait à voir avec le fait que Guerrier, qui avait énormément de charisme, comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'était un cheval qui transpirait la bonté, la sagesse. J'avais aussi dit dans la dernière vidéo que les propriétaires en avaient fait un cheval de sport de très haut niveau, hein, puisqu'il avait été jusqu'aux concours internationaux dans des grands prix de jumping et de dressage. Donc ils en ont fait un cheval de sport, alors que moi, quand je l'avais récupéré, je l'avais vu à la fenêtre de son box sous la pluie, avec des gouttes de pluie qui ruisselaient depuis le bout de ses crins jusque sur ses naseaux, avec ses grands yeux d'une immense bonté. Et je voyais chez lui plutôt un cheval philosophe, plutôt qu'un sportif. Et après, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à sa mort à 29 ans, il m'a montré à quel point c'était un cheval philosophe. Donc, ce cheval, je voyais bien ce qu'il faisait à l'intérieur du troupeau, mais jusqu'à sa mort, je ne prenais pas la mesure. Je ne prenais pas la mesure du rôle qu'il avait joué à l'intérieur du troupeau. Et pourtant, je le voyais agir. Par exemple, une chose que je voyais assez fréquemment, c'est que si deux chevaux commençaient à... S'il y avait une tension, par exemple, entre deux chevaux dans la relation, je voyais fréquemment Guerrier qui les rejoignait d'où il était et qui passait entre eux. Et vu que c'était le plus grand, il faisait 1,86 m, au moment où le cheval arrivait vers les deux chevaux qui étaient en train de se battre ou un cheval était en train d'enchasser un autre, Guerrier se mettait entre les deux et chacun des chevaux repartait dans sa vie. Et ça, j'avais repéré à de nombreuses reprises que Guerrier, d'abord, il avait une sorte d'attention permanente à tout ce qui se passait. Donc j'ai vu que forcément son charisme était différent des autres chevaux. C'était pas un dominant parce qu'il avait aucune agressivité. C'est un cheval qui n'a jamais mordu, qui n'a jamais mis un coup de pied, il n'a jamais été agressif ni avec les humains ni avec les chevaux. Donc ça n'était pas un dominant. Mais par contre, c'était loin d'être un dominé. Et ces positions qu'il avait, ces interventions qu'il faisait là à l'intérieur du troupeau, c'était quelque chose qui m'avait interpellée. J'avais observé ça et je m'étais dit, tiens, Guerrier, il n'aime pas quand les autres se bagarrent. Donc, il intervient et il sépare. Mais il sépare pas dans le sens de séparer, parce que le troupeau, il est toujours resté ensemble, il n'a pas divisé le troupeau. Il a juste séparé ceux qui n'étaient pas en accord momentanément. Et donc, j'observe ça. Et puis un jour arrive, il avait 29 ans, j'étais en vacances, moi, et puis il s'était blessé au parc. Et les personnes qui s'occupaient de mes chevaux, qui étaient des personnes adorables,
l'ont rentré pour le soigner. Et puis, le jour où je suis rentrée, en fait, Guerrier était couché dans son box et il n'arrivait plus à se lever. Il avait 29 ans, il n'arrivait plus à se lever. Et donc, j'ai appelé les pompiers pour voir si on arrivait à le lever, mais c'était un immense cheval, l'écurie n'était pas très grande, il avait un grand box, mais il n'y avait pas une grande porte pour accéder avec beaucoup de matériel, on n'arrivait pas à s'approcher avec un camion, enfin c'était compliqué de venir essayer de le lever. Donc les pompiers ont tout fait, j'ai eu plusieurs pompiers qui sont venus plusieurs fois dans la journée pour essayer de le lever avec des sangles sur les poutres, etc. Et au bout de toute une journée d'efforts, on a vu que, bon, Guerrier, il n'arrivait plus à se lever. Et je me suis retrouvée dans une situation, évidemment, que beaucoup de propriétaires de chevaux reconnaîtront. Hein. C'est ce moment où on doit se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abrège ses souffrances ? Est-ce qu'on attend encore ? Donc je fais venir évidemment le vétérinaire qui me dit, écoute, il ne va pas s'en sortir, là il arrive au bout, le cœur était fatigué, on voyait qu'il arrivait au bout de sa vie. Et déjà, de l'âge de 18 ans à 29 ans, il avait eu une très belle vie par rapport à l'état de santé dans lequel je l'avais récupéré. Donc voilà, il avait eu une belle vie, mais là il arrivait au bout. Et la question, elle est horrible de se dire, ben voilà, maintenant je décide ou je décide pas que c'est le moment que la vie s'arrête pour Guerrier. Et j'ai fait le choix parce que tous les matins, j'ouvrais les portes des box et tout le monde sortait au parc ensemble. Et là, je savais que si je gardais Guerrier, eh bien là, il ne se lèverait pas. Il ne se lèverait pas quand les autres pourraient partir au parc. Et j'avais pas envie du tout de lui infliger cette chose-là, parce qu'il était le guide du troupeau. Donc voilà, à un moment donné, à 22 heures, à force d'avoir réfléchi, fait le tour de tous les côtés, il mangeait plus, il buvait plus, il n'avait rien mangé, rien bu toute la journée. Je me suis dit, bon voilà, est-ce qu'on attend encore ? Mais je voyais que Guerrier était fatigué, j'ai fait faire une communication avec lui, il était prêt à partir. Donc 22 heures, j'appelle le vétérinaire qui était un homme extraordinaire, qui était extrêmement bienveillant, qui a pris le temps, on est resté une demi-heure avec lui. Il m'a laissé le temps aussi de me faire à cette idée qui est toujours tellement difficile. Et quand ça a été le moment, ben voilà, j'ai euthanasié mon cheval pour qu'il meure avec ses amis à côté et qu'il puisse partir paisiblement. Mais là, quand je vous en parle aujourd'hui, bien sûr, je ne suis plus dans le chagrin, parce que c'était il y a fort longtemps, et j'ai fait le deuil il y a fort longtemps. Surtout que vous allez voir pourquoi j'ai pu faire le deuil rapidement de la mort de ce cheval, et de toutes les suivantes d'ailleurs. Mais à ce moment-là, j'étais effondrée d'avoir pris cette décision, d'être le juge, que voilà, maintenant, ta vie s'arrête maintenant, parce que je décide que ta vie s'arrête maintenant. Et donc, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai beaucoup pleuré, vous pouvez vous imaginer, tous ceux qui ont aussi eu à traverser ces épreuves, on n'est pas bien. En plus, j'étais jeune, évidemment, donc puis j'étais très attachée à mes chevaux, je n'avais pas encore cette juste distance par rapport aux chevaux, je faisais beaucoup de transferts sur les chevaux. Donc évidemment, pour moi, c'était quelque chose de très douloureux. Et voilà, je passe cette nuit comme ça, et le lendemain, j'arrive, et je vois Guerrier mort dans son box. Et je ne ressens plus de chagrin. Je ne ressens plus de chagrin. Et dans cette absence de chagrin, alors que j'avais pleuré toute la nuit, je me suis dit, mais comment ça se fait que tu ne ressens plus de chagrin ? Tu regardes ton cheval, il est mort là, et tu ne ressens plus de chagrin. Donc je me questionne sur cet état étrangement paisible dans lequel je me retrouvais. Et dans cet état paisible, où je regardais cette mort en face, parce que mon cheval était mort dans son box, donc je le regardais mort, donc je regardais la mort en face, il y a une question qui peut paraître horrible, qui s'est élevée en moi. Et cette question disait, mais maintenant, est-ce que tu pourrais le manger, Guerrier ? Vous imaginez la stupeur quand cette question, que j'ai pas du tout... cette question, je me la suis pas posée.
quelque chose en moi me l'a posé. Parce que c'est évidemment pas moi qui me suis posé cette question, parce que évidemment je ne mangeais pas de cheval. Mais cette question s'élève en moi. Est-ce que tu pourrais manger guerrier maintenant? Et le plus étonnant, c'est que la réponse était oui. En fréquentant cette question, la réponse était oui, alors que je ne mangeais pas de cheval. Et là, j'étais de nouveau plongée dans une sorte de temps intemporel, un espèce d'espace sans temps, sans forme, sans un arrêt sur vie, sur image, avec cette question et cette réponse complètement bouleversante. Et donc, plutôt que de fuir ou de me faire une injonction ou de me traiter de nulle, de me dire ça, j'ai accueilli en moi et la question et la réponse. Et puis je me suis dit, mais oui, si je regarde mon cheval là maintenant, c'est plus que de la matière. C'était plus que de la matière inerte. Et puis là, en regardant ce corps mort de cheval, je me suis rendu compte que ce qui me touchait tellement chez Guerrier et qui m'a fait pleurer toute la nuit, c'était pas sa couleur alezane, c'était pas ses grands yeux, c'était pas ses basanes, c'était pas sa liste en tête, c'était pas ses beaux crins roux, c'était pas ça qui me touchait. Excusez-moi. Ce qui me touchait chez Guerrier, c'était sa bonté, c'était sa sagesse, c'était sa disponibilité, c'était sa douceur, c'était son extrême équilibre, c'était son attention bienveillante, c'était toutes ces qualités-là qui me touchaient tellement chez Guerrier. C'était pas son corps physique, c'était pas sa forme physique, c'était ce qui rayonnait de lui. Et en fait, j'ai remarqué que le soir avant, je pleurais à chaudes larmes. Mais en fait, je me suis aperçue dans toute cette petite initiation, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été très intense, je me suis aperçue en fait que le soir avant, en fait, je pleurais. Je m'apitoyais sur mon sort, à moi, parce que lui, Guerrier, là où il était bien, il souffrait plus, il avait plus de douleur. Maintenant, je pleurais parce que je pleurais la perte de ma relation avec lui. Ça, c'était très intéressant d'être face à la mort et de voir c'est quoi qui me fait pleurer. C'était pour moi la perte de la relation, c'est-à-dire le manque. Tout de suite, le manque de cette relation s'élève en moi. Et c'est ça qui me fait pleurer. Donc, quelque part, je découvre que je pleure sur mon sort à moi, sur moi-même qui reste. Je pleurais pas parce que Guerrier était mort. Je pleurais parce que j'avais perdu une relation qui me touchait et je ressentais le manque. Donc, imaginez-vous, en quelques minutes, les prises de conscience que j'ai faites par rapport à la mort en tant que phénomène. Et donc, ça m'a vraiment permis de mettre la mort à sa place, déjà, dans ma vie, de ne pas me raconter des histoires, d'accord? Parce que le manque, c'est ça qui crée la souffrance, parce que ça crée des attentes. Le sentiment de manque, il crée des attentes. On a des besoins, on a besoin de l'autre. On n'arrive pas à vivre tout seul, on n'arrive pas à se tenir debout tout seul. Donc on a besoin de l'autre pour vivre, pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien, pour se sentir aimé, pour se sentir valorisé. Donc quelque part, en étant très honnête avec moi-même, je découvre par cette expérience, parce qu'après, évidemment, on peut faire le transversal avec nos rapports humains, c'est la même chose, parce que c'est aussi la mort, c'est aussi des êtres qu'on aime, qu'on perd souvent. Mais n'empêche que je m'aperçois dans toute cette découverte, en fait, par rapport à la mort, et mon rapport à la mort, que si je ressens du manque, c'est que quelque part, je ne suis pas autonome, au niveau affectif en tout cas, en ce qui concerne les chevaux particulièrement, et les humains aussi,
Et si je ne suis pas autonome au niveau affectif, ben ça veut dire que l'autre, je l'utilise comme un objet. L'autre, il n'est pas un sujet, l'autre, il est un objet. Un objet, entre guillemets, qui va remplir un vide en moi, qui va me nourrir, qui va me sentir me faire exister, me faire avoir de la valeur, etc. Et donc c'est tout ça que Guerrier, par son départ, m'a permis de fréquenter. Et alors j'ai reçu un cadeau absolument incroyable le lendemain, qui m'a encore montré une chose plus vaste que tout ça, parce que ça, ce que je viens de partager avec vous, c'est ce que j'ai observé de moi-même à moi-même et dans mon rapport à moi, au monde, aux autres, etc., à la relation. Mais le lendemain, la vie m'a fait un cadeau énorme, parce qu'il y a un petit âne qui est né dans notre écurie le lendemain du décès de Guerrier. Donc moi, j'étais encore prise dans cette initiation que Guerrier m'avait offerte par son départ. Et je peux vraiment dire que c'est une initiation et je peux vraiment bien, comment vous dire, je peux bien inclure Guerrier comme étant l'initiateur de ce moment-là, parce qu'il est parti de son corps très vite. Parce que dans d'autres décès de chevaux, les chevaux, l'âme, la parcelle d'âme des chevaux est restée plusieurs jours dans le corps des chevaux. Alors que lui, le lendemain, c'était plus que de la matière. Donc j'ai pu rapidement, en ayant été inondée par le chagrin, rapidement avoir de la distance, puis rapidement fréquenter cette question. Et le lendemain, le petit âne, il arrive dans l'écurie. Et la chose phénoménale, c'est que j'ai retrouvé dans le regard du petit âne toutes les qualités qui me touchaient chez Guerrier. Cette grande bonté, cette innocence, cette douceur, toutes ces qualités qui me touchaient tellement chez Guerrier, je les ai retrouvées dans le regard de ce petit âne qui venait de naître dans l'écurie. Et ça m'a montré en fait que la mort n'existe pas. Parce que ce qui nous touche les uns les autres, c'est nos qualités d'âme, c'est la nature humaine qui nous habite encore pour je ne sais pas combien de temps, puisque peut-être que demain il n'y aura plus d'êtres humains sur Terre, il n'y aura plus que des robots et des puces dans les cerveaux. Mais voilà, ce qui nous touche dans nos rapports humains au niveau du cœur, c'est les qualités de l'âme. Ça ne meurt pas. Ça ne meurt pas, ça se déplace. Ça passe d'un corps à l'autre, ça passe d'une forme à l'autre. C'est un jour dans une fleur, ensuite c'est dans un animal, ça peut être dans un petit caillou, dans une rivière, c'est dans un être humain. Mais toutes ces qualités-là, elles voyagent. Elles voyagent à travers des formes différentes. Alors oui, la forme, elle meurt. La forme, elle meurt. Mais ce qui nous touche dans les relations, ça ne meurt pas. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, cette expérience pour moi, parce que ça m'a permis vraiment de m'affranchir de la peur de la mort. Et quand je dis m'affranchir de la peur de la mort, je ne veux pas dire que le passage est facile, parce que c'est un phénomène physique, la mort, puis il faut y traverser. Mais en fait, je ressens aucune peur par rapport à la mort, en tout cas aujourd'hui. Parce que je vois que la mort, ça n'existe pas. Et il y a quelque chose après la mort, forcément. Et donc les chevaux, enfin Guerrier en particulier, voilà ce qu'il m'a enseigné. Et ce qui était magnifique, c'est que vous voyez, puisque mes 17 premiers chevaux, c'était des chevaux âgés que j'avais récupérés, qui avaient des problèmes physiques, des maladies, des choses assez intenses parfois. Donc je dirais que les 10 premières années, j'ai perdu plusieurs chevaux. Et c'était très beau parce que j'ai eu l'occasion d'initier des enfants à regarder la mort en face. Et à regarder la mort d'une belle manière, pas comme quelque chose qui est effrayant, pas comme quelque chose qui fait que c'est terminé, mais vraiment comme quelque chose qui peut être beau.
Et en fait, après, ce guerrier, je l'avais gardé encore une journée à l'écurie avant d'appeler les guérisseurs. Et puis, on avait été cueillir des fleurs avec les enfants lui avaient écrit des poèmes, on avait tapissé le box avec les poèmes, on avait fait des grands arrangements de fleurs dans son box, on lui avait fait des dessins sur lui avec des fleurs. Enfin voilà, j'ai vraiment impliqué les enfants à regarder la mort, regarder ce guerrier qu'ils avaient tellement aimé, pleurer, avoir leur petit chagrin. Et puis ça aussi, c'était quelque chose de tellement émouvant parce que j'ai demandé aux enfants, pour le lendemain, de m'amener des petits poèmes ou une petite lettre pour guerrier. Et vous voyez, j'ai été très bouleversée par la lecture de ces petites lettres parce que les enfants, j'aurais jamais imaginé ce que Guerrier a apporté dans la vie de ses enfants. Parce que là, ils ont confié, pour le dernier voyage de Guerrier, ils ont vraiment confié des choses tellement émouvantes sur leur vie d'enfant. Et comment Guerrier les aidait à s'endormir le soir parce qu'ils pensaient à lui, pensaient à ce qu'ils avaient fait la journée, et puis que Guerrier, ça avait été leur meilleur ami, et puis que Guerrier, ça avait été leur confident, puis quand ils étaient tristes avec leur papa et leur maman, Guerrier, c'était le seul qui les comprenait. Enfin voilà, il y avait des témoignages, mais tellement bouleversants de ces enfants. Et j'ai vu à quel point Guerrier, il avait donné de la force à des enfants, il avait donné de l'espoir à des enfants, il avait donné du courage à des enfants. Et ça, c'était magnifique. Et donc, ces enfants, ils ont pu fréquenter à leur âge, parce qu'il y avait des enfants, ils avaient 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'aux adolescents. Il y avait vraiment, je pense, une quinzaine d'enfants qui avaient assisté, enfin pas assisté à la mort, mais qui avaient vu la mort de Guerrier le lendemain, de notre grand guerrier. Et j'ai vu, et pour moi c'était super précieux, parce qu'ils ont pu fréquenter ce sujet. Et c'est tellement important. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, s'il y a bien un sujet sur lequel on doit tous se questionner, qu'on doit fréquenter sérieusement, on doit s'intéresser à ce sujet. Parce que si on ne s'affranchit pas des effets de la mort, mais forcément qu'on est contrôlable. Regardez ce qui se passe maintenant dans la société de contrôle qu'on veut nous imposer par tous les moyens, par toute cette technologie qui ne cesse d'envahir nos vies. Eh bien, c'est juste pourquoi on se laisse faire. Parce qu'on a peur. Et on a peur de quoi? Au final, on a peur de la mort. Donc, vraiment, le fait qu'on puisse, grâce au cheval, tous ces enfants, ils ont pu fréquenter ce sujet, je suis très contente. Et je serais heureuse d'avoir un retour, parce que maintenant, évidemment, ils sont adultes, c'est des grands adultes. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça leur a apporté, ça. Parce qu'après, dans les 2 ans qu'on suivit, on a perdu 2, 3 chevaux encore. Et chaque fois, c'était la même chose. On allait cueillir des fleurs, on faisait des arrangements, on écrivait des poèmes. Et voilà. Et c'était pour moi des grands moments si essentiels dans l'éducation des enfants, qui manquent parfois à la maison parce que c'est souvent un sujet tabou, que les parents n'osent pas aborder ou se sentent un peu maladroits pour aborder ou ne savent pas quoi dire parce qu'eux-mêmes, ils ne se sentent pas forcément questionnés ou ça leur fait peur. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et puis, en fait, je le fais aussi pour peut-être rassurer toutes les personnes qui se sentent tellement mal avec des décisions qu'elles doivent prendre, qu'elles n'osent pas prendre ou qu'elles ont pris, puis elles se sentent coupables. Vraiment, j'ai envie de dire à chacun, chacune qui se retrouve devant ces décisions d'euthanasie, que oui, bien sûr, moi, c'était très difficile pour moi parce que je me sentais juge et je trouvais horrible de devoir décider que sa vie s'arrêtait là, à ce moment-là. Mais en même temps, on peut aussi regarder les choses différemment. Et puis on peut se dire que les animaux ont de la chance qu'on puisse les euthanasier, parce qu'on peut abréger des souffrances qui ne sont pas forcément utiles. Et c'est vrai que moi, j'ai perdu ma maman qui a agonisé des jours durant avec un cancer.
Elle était dans une agonie, dans des douleurs, mais c'était inhumain. Je me disais, mais c'est inhumain. C'est inhumain de laisser des êtres souffrir comme ça, longtemps, qui aimeraient juste mourir. Pourquoi est-ce que l'euthanasie n'est pas plus acceptée, accueillie, même dans les hôpitaux, qu'on puisse aider des personnes à partir, quoi. Donc voilà, on peut regarder les choses d'un côté tragique, mais aussi on peut se dire, ben voilà, on a peut-être la possibilité de soulager à travers la décision d'euthanasier un cheval. On a la possibilité de soulager sa souffrance, surtout si on sait que tout ce qu'il caractérise poursuit sa route de l'autre côté. Et ça, c'est la plus belle chose que j'ai découvert avec mes chevaux sur ce sujet-là. Voilà, alors j'espère que ça ne vous a pas trop fait pleurer mon histoire. Mais en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça a été un des grands moments. Ça a été une sorte d'étape initiatique que j'ai vécue avec mes chevaux sur un sujet quand même extrêmement important, qui fait d'ailleurs aujourd'hui que je me sens souveraine, que je ne me laisse pas effrayer par tout ce qui est autour de moi et que je peux rester sereine envers et avec tout. Je vous souhaite une belle journée, pleine de gratitude, pleine de douceur, pleine de belles rencontres. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.